Juliette Tournant, bonjour. Merci de participer à ce sommet sur la bienveillance. Bonjour. Alors, Merci on de va votre- parler de votre ouvrage, mais vous avez écrit il y a déjà presque plus de 10 ans, en Oui. 2007, un ouvrage qui s'appelle La stratégie de la bienveillance, sous-titré Ou l'intelligence de la coopération, qui a connu 3 éditions. Donc en fait, vous êtes une visionnaire un peu, parce qu'à l'époque, on ne parlait pas tant de bienveillance qu'aujourd'hui. Alors pourquoi vous vous êtes intéressé à ce sujet ou à ce mot il y a plus de 10 ans? On n'en parlait pas du tout d'ailleurs, on ne publiait pas du tout sur la bienveillance et d'ailleurs j'ai remis mon manuscrit en tremblant en me disant je vais me faire traiter de bisounours. Mais en réalité je travaillais dans un cabinet de consultants qui avait gagné un très gros contrat, le plus gros contrat de son histoire qui était un énorme programme de formation sur la coopération. Et le cabinet avait gagné au bluff parce qu'à l'époque, on commençait à publier sur le fait que la coopération, c'est bon pour la performance. Mais qu'est-ce que c'est exactement? Il n'y avait rien. Et moi, j'avais gardé en tête depuis 79, donc c'était vraiment une histoire longue pour moi, la grande expérience du dilemme du prisonnier montée par Robert Axelrod avec cette stratégie qui réussit. Donc stratégie au sens de ligne de conduite constante. Or, la stratégie gagnante dans ce tournoi, qui est un tournoi passionnant parce qu'il pose la question de comment susciter la coopération autour de soi dans un contexte compétitif. Et la stratégie vainqueur de ce tournoi, et elle est vainqueur toute catégorie, elle gagne le premier round, elle gagne un deuxième round où tout le monde la connaît, où il y a beaucoup plus de monde. Ensuite, elle passe, elle résiste à tous les crash tests, elle est testée assise debout couchée, un bras dans le dos, sous la neige, tout. Elle résiste à tout. Et elle était réputée inapplicable à la vie. Et c'est vrai que si on la plaque dans la vie, cette stratégie, c'est pas une ligne de conduite constante qui va susciter la coopération. Mais je trouvais qu'on ne pouvait pas laisser un objet pareil, un objet de recherche comme ça en jachère. Et donc à l'occasion de ce contrat gagné où la question de qu'est-ce que coopérer se posait vraiment, j'ai proposé d'essayer de la transcrire dans la vie. Et je lui ai posé une question assez simple qui est quel est ton système de valeurs? Quel est ton système de force? Qu'est-ce qui t'anime à l'intérieur en dehors de la façon dont c'est configuré pour un jeu informatique? Et là, je suis tombée sur un système de valeurs, donc un système de force, un package, et la bienveillance venait en tête. D'accord. Alors, quelle définition vous donnez à la bienveillance? Et est-ce que cette définition elle a évolué depuis que vous vous intéressez au sujet? Alors, la définition que je donne à la bienveillance, ce mot, il m'est un peu arrivé comme ça, et je me suis demandé ce qu'il y avait dedans. Alors, j'ai regardé d'abord l'étymologie. L'étymologie, c'est benevolentia, c'est la bonne volonté. Donc, oui, la bienveillance peut être spontanée et gratuite, mais elle peut aussi être le produit d'une volonté. La bienveillance, elle est dans le dictionnaire de bonne disposition pour autrui, mais rien dans le mot ne dit que, ou pour l'humanité, rien dans le mot ne dit qu'on doit s'extraire de l'humanité auquel ces bonnes dispositions s'adressent. Et quand on découpe le mot, on a bien et veille. Et le mot veille est tout à fait intéressant parce que la veille, c'est à la fois la vigilance, donc c'est la vigilance à ce qui est bien et pourrait l'être. Et puis on parle aussi de veille pour parler de la veille du match. Et donc c'est l'état d'esprit dans lequel on entre dans l'action, juste qui précède l'action. Donc la bienveillance, ce sont telle que je la vois dans le contexte de la stratégie de la bienveillance, c'est la volonté de veiller à ce qui est bien en soi, l'autre, les autres, la situation. Et c'est un acte de volonté parce que on est bienveillant gratuitement, spontanément quand tout va bien. Quand ça commence à devenir plus difficile, là on a notre cerveau reptilien qui a tendance à nous faire veiller au mal.
et à regarder le gouffre, alors que toutes les écoles de pilotage l'enseignent. Le pilote qui passe, c'est celui qui regarde la route, et plus elle est mince, plus il est important de la regarder. Donc la bienveillance stratégique, celle dont je parle là, c'est la volonté, la vigilance de chercher ce qui est bien en soi, l'autre et les autres, et puis entrer dans l'action en regardant dans cette direction-là. Et à votre avis, pourquoi la bienveillance est-elle autant d'actualité aujourd'hui? On en parle à tout propos, et en particulier en entreprise. Il y a d'une part le fait que la vieille stratégie, la meilleure défense c'est l'attaque, il faut mettre la pression, a trouvé ses limites après le pic des années 80, puis ça a duré encore dans les années 90, ça existe encore bien sûr, mais elle a rencontré ses limites. Cette approche-là a rencontré ses limites. On parle aujourd'hui de burn-out, mais bon, même avant, on commençait à sentir que c'était terriblement limité. Je pense que le mouvement de l'écologie aussi, qui a grandi de manière concentrique, est arrivé aussi sur la question de l'écologie humaine et de l'écologie des relations humaines. Et puis, nous avons aussi une bonne part d'héritage du XXe siècle. Le XXe siècle n'a pas été que les drames atroces des deux guerres. Et à la suite d'ailleurs de la Deuxième Guerre mondiale, il y a tout un mouvement de réflexion interdisciplinaire qui est né, duquel la théorie des jeux fait partie, et où des chercheurs, souvent eux-mêmes multidisciplines, comme Gregory Bateson, comme Carl Rogers, comme Anatole Rapoport, dont j'ai traduit la stratégie, qui était lui-même mathématicien, psychologue, sociologue, enfin bon, il y avait, nous ont lancé des perches, et ce qu'ils ont construit a probablement travaillé en souterrain, et puis finalement est arrivé à la surface, y compris dans le monde des entreprises, au moment où on a vraiment pris conscience du fait que les stratégies d'attaque sont périssables. Voilà, donc je pense qu'il y a quelque chose il y a des choses qui se sont combinées pour qu'en effet, ça devienne très présent aujourd'hui. Alors on est là pour parler de votre nouveau livre qui s'appelle La bienveillance en action, avec un sous-titre un peu long, les outils pour déployer les forces de la coopération et créer des Dream Teams innovantes. Ça y est, j'ai réussi à le dire d'une seule traite, donc aux éditions Interéditions comme le précédent. Alors, dans la première partie de ce nouvel ouvrage, vous résumez en quelque sorte le précédent. Oui. Et vous présentez la stratégie de la bienveillance. Alors, est-ce que vous pouvez d'abord nous dire ce que c'est une stratégie de la bienveillance? Alors, vous avez tout à l'heure parlé du dilemme du prisonnier, et vous rattachez ça, vous, à la théorie des jeux, dont le dilemme du prisonnier est aussi issu. Oui. Alors, expliquez-nous un peu. Oula, ça va être long, hein? Je suis sûr que vous pouvez faire court. Je vais essayer. La théorie des jeux, c'est donc une recherche multidisciplinaire au lendemain de la Deuxième Guerre mondiale, où on se dit, on a cru qu'après la Première Guerre mondiale, il fallait humilier les Allemands pour qu'ils arrêtent d'attaquer, et on s'est rendu compte que ça n'avait pas marché. Donc, comment fonctionnent les relations entre les gens pour arriver à construire des relations qui soient durables, qui soient saines. Et là, les chercheurs montent des jeux, ils simulent des jeux, dont celui dit du dilemme du prisonnier, qui est un titre à mon avis extrêmement impropre au tournoi qui a été monté, puisqu'il n'y a pas de prisonniers en réalité dans ce tournoi. Il y a des gens qui décident comment ils vont se conduire dans un monde où quand deux personnes coopèrent, ça match. 3 chacun, 3 pour vous, 3 pour moi. Si aucun des deux ne coopère, 1 chacun. Donc la valeur ajoutée de la coopération est bien dans le jeu. Mais si je coopère avec vous et que vous ne coopérez pas avec moi, pour vous c'est le jackpot, vous avez 5. Et pour moi le râteau, 0. Donc le risque qu'il y a à donner sa coopération à quelqu'un est bien représenté aussi. Et
il joue une espèce de pierre-feuille-ciseau où les deux jouent simultanément, donc on ne sait pas à l'avance ce qui va se passer. Ça représente assez bien ce qui se passe dans l'entreprise et les questions qu'on peut se poser, si je lui ouvre mon dossier, est-ce qu'il m'ouvrira le sien ou est-ce qu'il va se mettre à cartonner et moi je vais faire d'autant plus pâle figure, si je lui donne un coup de main, est-ce que... Bref. Or, il y a dans ce jeu où chacun est absolument libre de jouer ce qu'il veut, comme dans la vie, il y a un gagnant à l'issue de 15 000 interactions. Et ce même gagnant gagne quand le... Alors là, c'est un cercle de 14 joueurs qui est un cercle qui ressemble assez à notre quotidien. On a à peu près une quinzaine de personnes autour de nous. Dans le deuxième round, ils sont 64, donc c'est un cercle plus large, qui connaissent donc la stratégie du vainqueur. Elle gagne encore. Et comment gagne-t-elle ? Elle gagne parce qu'elle suscite la coopération de son entourage. Or, c'est un entourage dans la compétition. Donc ça ressemble beaucoup à ce que nous vivons dans l'entreprise. Et je ne vous donnerai pas, parce que je n'ai pas le temps et que enfin, nous n'avons, c'est pas l'enjeu ici. La stratégie était la plus simple de toutes celles qu'elles étaient proposées, mais quand vous l'appliquez à la vie, il y a trop de circonstances où ça ne marche pas. En revanche, elle a bien une armature de force, dont la première est la bienveillance, la deuxième est la réciprocité de bienveillance. Donc c'est pas si tu es sympa, je suis sympa, si tu me tapes, je te tape. C'est je cherche à me situer à un endroit ou à proposer une solution, un endroit qui est bonne pour l'autre, bonne pour moi, et bonne pour notre entourage, sinon ce serait un accord convenu. Et il y avait une troisième force qui est la clarté. Et en fait, cette alliance de force, bienveillance, réciprocité, clarté, simultanément, c'est-à-dire qu'il s'agit de se trouver au centre de ces forces, c'est effectivement une place qui vous donne la coopération de votre entourage, parce que vous êtes lisible et vos intentions sont bénéfiques à vous et aux autres. Donc vous suscitez significativement plus de coopération. Et puis pour les circonstances de la vie, qui est plus d'imagination que le jeu, il fallait ajouter, pour toutes les fois où cette conjonction n'existe pas, la liberté d'innover pour créer le terrain de rencontre de ces forces quand il n'existe pas encore. Et c'est la convergence ou l'alliance de ces quatre forces donc, qui permettent d'avoir un cap stratégique. Qui forme le cap stratégique. Ouais. Quand vous cherchez votre route, quand vous êtes perdu, vous ne savez pas, vous avez tendance à regarder le gouffre, à imaginer le pire de l'autre, ou à vous taper sur la tête et à vous dire que vous êtes... on est capable de se traiter d'un certain nombre de noms d'oiseaux aussi. Qu'est-ce qui est bien en vous? Qu'est-ce qui est bien en l'autre? Qu'est-ce qui est bien dans la situation? Clarifiez ça. Et vous entrez dans l'action, prêt comme le pilote qui regarde la route. Alors, généralement, pourtant, quand on parle de stratégie, on a en tête tactique, manœuvre, ruse, et donc ennemi, j'allais dire, victoire et défaite, etc. Là, on est plutôt dans un autre monde. Oui et non. La stratégie, c'est vrai, c'est un mot qui vient du vocabulaire militaire. Ça signifie l'art du général. Et le général, c'est celui qui va... Quelles sont les consignes générales pour l'ensemble de l'armée pour qu'elle puisse s'articuler et gagner. Gagner en effet une bataille. Mais le général n'est pas forcément le général d'une bataille où on cherche à tuer l'autre. Et d'ailleurs, le premier stratège de toute l'histoire de la littérature, Sun Tzu, le stratège Sun Tzu, à l'époque des royaumes combattants, plusieurs siècles avant notre ère, disait déjà que les qualités du bon général, c'était d'être bienveillant, courageux, sage. Bienveillance venait en premier. Oui, dans Koh-Lanta, quand on parle de stratégie, c'est pour dire il va me planter. Mais c'est une manière un peu enfantine de voir la stratégie qui est l'art de se conduire en général pour arriver à la réussite. Et Sun Tzu déjà écrivait que la réussite suprême, c'est de gagner sans verser de sang. Donc, alors, cette stratégie de la bienveillance, vous écrivez, c'est sur la 4e
de couverture de votre livre, alors je ne sais pas si c'est vous qui l'avez écrit, votre C'est éditeur, que c'est une puissante voie de performance pour l'entreprise. Oui, alors, c'est pareil, la performance. Est-ce que la recherche de la performance sans fin aujourd'hui, qu'on trouve un peu dans les entreprises, n'est pas un problème, et est-ce qu'elle ne conduit pas finalement à la malveillance? Donc est-ce qu'il n'y a pas encore là aussi, j'allais dire, un oxymore? Ça dépend ce qu'on entend par performance. Si on entend par performance uniquement ajouter des millions à son chiffre de vente, à sa marge, à son compte en banque, oui. Mais je dis que c'est une puissance, et ça effectivement c'est moi qui le dis, c'est une puissante voie de performance parce que c'est une voie de performance matérielle et relationnelle. Donc vous mettez à voir s'installer un cercle vertueux entre résultat et relation. La relation produit le résultat et le résultat nourrit la relation qui du coup peut conduire à un résultat encore mieux. Nous devons aussi reconnaître aux entreprises le fait que si elles ne performent pas, elles meurent. Et si elles meurent, on est bien embêté. Donc, contribuer à la performance de l'entreprise, c'est contribuer aussi à la santé d'une société. Après, il y a peut-être des limites à poser, c'est pas mon sujet, mais la performance de la stratégie de la bienveillance, celle à laquelle elle conduit, c'est une réussite c'est une performance matérielle et humaine, et du coup renouvelable, durable. Et c'est ça que j'entends par la puissance de la performance. Maintenant, là où vous avez raison, c'est que bienveillance et malveillance peuvent se mettre en systémique aussi. Je veux dire, c'est un côté yin et yang. La bienveillance la plus merveilleuse peut naître dans des circonstances les pires, et la malveillance peut naître dans les circonstances les plus grisantes, parce qu'il y a de la jalousie autour. Ça, c'est la malveillance qui peut venir de l'extérieur. Et puis de l'intérieur, il peut y avoir toujours quelqu'un qui est tenté par une poussée de c'est moi qui tout fais, de je sais pas, enfin bon, on est humain, et moi mon propos, il n'est pas de prétendre éradiquer la malveillance. Ce serait d'ailleurs une histoire de fou. La personne qui prétend éradiquer toute malveillance attente à nos libertés d'une certaine manière. C'est plutôt de dire qu'il y a une façon de réussir qui est la plus gratifiante et la plus sûre, et que contrairement à ce qu'on a pu croire, la bienveillance est de la partie, et elle est même en tête du jeu. Elle ne va pas toute seule, il faut lui adjoindre la réciprocité, la clarté, et quand c'est nécessaire, la liberté d'innover. Et je voudrais préciser quelque chose, parce que l'alliance de clarté et de bienveillance, elle est extrêmement importante. Nous pourrions avoir tendance à se croire bienveillants parce qu'on ne soulève pas les problèmes, parce qu'on ne dit pas ce qui ne va pas, parce qu'on est complaisant. Ça mène droit dans le mur. Et au bout d'un moment, une fois qu'on est dans le mur, on tape sur la table et c'est clair cette fois. On a été bienveillant peut-être, on s'est auto-proclamé bienveillant, on a été clair, mais pas au même moment, c'est pas voué à la réussite. L'enjeu, c'est d'arriver à être simultanément les deux. Donc par exemple, quand je démarre avec ma classe d'étudiants à Dauphine, premier jour de l'année, et que le grand Damien s'assied à côté de la jolie Sarah, il n'a rien de plus pressé à faire que de lui raconter, faire son compte-rendu des dégustations de bière brune de la veille. C'est normal. Donc il penche sa longue mèche sur Sarah, et si je subis ça en me disant il faut que je sois bienveillante parce que stratégie de la bienveillance derrière moi, il n'y a pas de raison que d'autres n'en fassent pas autant. Bientôt ça va être le brouhaha, je vais taper et ils me trouveront odieuse. Si je m'arrête tout de suite, clarté, je suis en pleine forme, j'ai pas souffert. Je donne la parole à Damien qui lève sa longue mèche blonde et qui me fait non. Mais peut-être qu'il n'est pas en train de raconter ses bières à Sarah. Peut-être qu'il a une question qu'il n'ose
pas poser devant tout le monde parce que c'est difficile. Et dans ce cas, quand je lui donne la parole, il pose la question, c'est super, ça coopère. Et si 3 fois de suite, parce que ça peut arriver que 3 fois de suite, il essaye quand même de... La deuxième fois, je lui dirais, Damien, ça a l'air difficile pour vous de résister à la conversation avec Sarah, mais là, il y a une place libre, si vous voulez. Donc là, pour s'il y a une 3e fois, vous dites, c'est une solution. Et il y a une 3e fois. Et à la 3e fois, donc évidemment, je m'arrête, et le temps de réfléchir sur comment je pourrais le faire se déplacer autrement qu'avec le ton qu'on a tous dans l'oreille du prof qui vous dit maintenant ça suffit, changer de place, et qui fout le bourdon à tout le monde et qui fait du prof. Le temps que je trouve, comment je vais pouvoir dire ça? Je vois le 1m90 de Damien se déplier avec un petit sourire et qui tout seul se déplace, et avec la classe qui me regarde et qui me dit « Vous avez vu madame comme on est bon, non ?» Ouais, c'est super, ça coopère. Bienveillance et clarté ensemble, on ne les trouve pas tout de suite, mais si on s'offre une petite liberté d'innover, au moins le temps de chercher, peut-être que c'est lui qui va innover, se lever tout seul. Et c'est super. Super. Eh bien, merci beaucoup. Donc, on va se retrouver un peu plus tard, en 5e semaine de notre sommet, où on va entrer un peu plus dans le dernier ouvrage, la bienveillance en action. Et on va notamment parler des outils qui nous permettent de créer des Dream Teams innovantes. Avec plaisir.